Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je m'étais fixé deux objectifs pour cette journée. Alors, le premier objectif, en fait, il date d'il y a un an. Je m'étais dit, il y a un an, j'aimerais bien être sur cette scène un jour pour pouvoir parler avec tout le monde du réemploi, parce que c'est un vrai sujet pour moi. Et c'est un sujet qui me passionne depuis un peu plus de 3 ans maintenant, après avoir fait du développement sur de l'usage unique en packaging pendant à peu près une vingtaine d'années. Le deuxième objectif que je me suis fixé et qui va être un petit peu plus compliqué à tenir, c'est aujourd'hui de ne pas dire de vacherie, mais je vais essayer quand même de l'atteindre. Alors, comme je le disais à un journaliste, un peu moins fort, ouais. Comme je le disais à un journaliste il y a quelques mois, en fait, le style de la vacherie, enfin de la critique, en fait, éventuellement sur les emballages, c'est juste une posture, hein, parce que moi, dans ma vie privée, je suis pas du tout comme ça. Comme me dit ma femme, je suis pire que ça. Donc voilà, donc on va démarrer cette conférence. Depuis 2 ans environ, et notamment lors des Reuse Day qui sont organisés par Citeo, on a beaucoup parlé du réemploi des bouteilles en verre et de la grande distribution. Et c'est très très bien parce que c'est un moteur qui est extrêmement puissant. Alors quand Réseau Vrac et Réemploi m'a proposé d'animer cette table ronde, je me suis dit qu'il serait intéressant de présenter un autre moteur qui est extrêmement robuste, qui est le réemploi pour la consommation hors domicile. Alors pourquoi je vous dis robuste alors que le PPWR, le règlement européen sur les emballages et déchets d'emballage, n'a pas retenu l'obligation d'utilisation de vaisselle réemployable pour la consommation sur place, par exemple, simplement parce que ça existe déjà sur certains marchés et que ça continue à se développer sur d'autres marchés. Donc j'ai donc demandé à 3 partenaires de Reuse de venir vous parler d'eux, de ce qui les anime, en quoi le réemploi entre dans leur marché. Mais juste avant de leur passer la parole, de leur donner le micro, je vais répondre à une question que certains se posent, et enfin en tout cas qu'on me pose assez régulièrement. Vous nous parlez de Reuse, mais c'est quoi finalement Reuse ? Donc Reuse, c'est une filiale d'un groupe qui s'appelle Impact Group et que vous connaissez certainement encore moins que Reuse. Mais pourtant, c'est un prestataire de services que vous avez tous utilisé et sûrement plusieurs fois à travers un de leurs contenants iconiques qui s'appelle EcoCup sur les festivals. Mais aujourd'hui, l'objet n'est pas parlé on n'est pas là pour parler des festivals et des EcoCup. Et je vais vous parler de Reuse en quelques chiffres, parce que ce sont aussi des questions qu'on me pose de temps en temps. Donc Reuse, c'est 60 millions d'euros de chiffre d'affaires uniquement dans le réemploi. C'est 100 millions de contenants lavés par an, c'est 17 centres de lavage. Alors je vous parle de ces chiffres, c'est en Europe, hein, France y comprise. Et c'est aussi 20 millions de contenants en stock pour assurer les rotations. Donc Reuse, c'est un acteur à part entière du réemploi. Mais comme je vous le disais précédemment, ce qui est le mieux, c'est d'inviter effectivement des partenaires de Reuse pour qu'ils puissent parler de leurs expériences. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des produits, on est là pour parler des savoir-faire, on est là pour parler des expériences du réemploi dans la consommation hors domicile. Et je vais commencer par Rose. Alors on va se tutoyer parce qu'en fait on se connaît, hein. Donc Rose, tu es cofondatrice de Change Now. Tu t'es donné pour mission d'accélérer le changement en connectant les innovateurs, les entreprises, les médias et les villes du monde entier afin qu'ils puissent unir leurs forces pour trouver des solutions aux plus grands défis de notre planète. Et tu nous expliqueras bien évidemment ce que c'est. Franck, qui est là. Franck, après plusieurs expériences en industrie agroalimentaire, tu rejoins Eternity Systems en 2014 et aujourd'hui tu es directeur du développement business, tu es expert du lavage de contenants réemployables. Et puis Alexandre Solakolou, Alexandre, tu es cofondateur de la plateforme Good Friendly et de la marketplace C'est Simon. Tu dis vouloir réduire l'impact de la consommation responsable accessible au plus grand nombre et en s'appuyant sur les CHR. Alors les CHR, ce sont les cafés, hôtels, restaurants.
Et pour commencer cette prise de parole, je vais commencer par toi, Rose. J'ai assisté cette année pour la première fois au sommet Change Now. Et j'avoue avoir été extrêmement impressionné par l'organisation de cet événement. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous expliquer ce que c'est que cet événement, en commençant peut-être par ce qui t'a amené à créer cet événement, et puis enfin nous expliquer en quoi le réemploi y participe avec quelques chiffres, je crois. Bonjour à tous et merci Arnaud pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour témoigner de notre expérience de réemploi à travers Change Now. Donc juste pour vous présenter rapidement Change Now, c'est aujourd'hui le plus grand événement mondial des solutions pour la planète. C'est un événement qui se tient chaque année à Paris, au Grand Palais éphémère cette année, historiquement au Grand Palais. Et chaque année, on rassemble 35 000 participants qui viennent du monde entier, de 139 pays cette année, 1000 solutions pour la planète. Donc des solutions qui répondent aux grands enjeux, tous les enjeux de transition écologique et sociale. Et puis des milliers, 10 000 entreprises, et voilà, des médias, des investisseurs qui viennent de tous horizons. Ce qui m'a amené à créer Change Now. Alors moi, j'ai un parcours plutôt, école de commerce. Mais je me rappelle mon premier cours d'école de commerce où on nous a demandé quelle était la mission d'une entreprise. Et je me rappelle très bien de la réponse, parce que ça a été le déclenchement de beaucoup de choses pour moi. Il n'y avait qu'une seule réponse, qui était maximiser le profit. Et donc là, je me suis pas mal remise en question sur mon choix de carrière, sur qu'est-ce que j'allais faire en fait après pour donner plus de sens, et non pas juste ce sens de maximisation de profit. J'ai commencé à travailler dans la communication, dans la santé, qui était pour moi un secteur qui du coup était porteur de sens, d'utilité publique. Et puis, donc j'ai travaillé 8 ans dans la santé. Et puis j'ai eu un événement marquant. J'ai eu un bébé. Et à ce moment-là, mon mari était disponible, venait de travailler pour une start-up qui venait de mettre les clés sous la porte. Et on est parti en road trip. On est parti 40 jours sur la route avec notre bébé qui avait 40 jours. Et là, tous les deux, on a vraiment re-questionné la mission des entreprises, justement, et le type d'entreprise pour lesquelles on voulait œuvrer. Et on a identifié un peu partout dans le monde qu'il y avait une émergence d'une nouvelle génération d'entreprises qui ne mettaient pas leur mission au service du profit, mais au service des grands enjeux de transition écologique et sociale. Et on s'est posé la question sur comment en fait, accélérer ce mouvement, comment amplifier le développement de ces entreprises. Et c'est là qu'est venue l'idée de Change Now, de se dire, en fait, ces entreprises aujourd'hui ne sont pas connectées aux bonnes personnes pour pouvoir passer à l'échelle. Ne sont pas connectées aux investisseurs, aux grands groupes, aux médias, aux talents. Donc il faut créer cette grande plateforme de connexion, comme tu disais Arnaud, pour les aider en fait à trouver les ressources dont elles ont besoin pour passer à l'échelle. Et c'est comme ça que Change Now a commencé. Donc au début avec 2000 personnes à Station F et aujourd'hui 35 000 personnes au Grand Palais. Alors pour parler un peu plus du réemploi, parce que c'est le sujet quand même de cette table ronde, évidemment nous depuis le début quand on a créé Change Now, on est parti aussi de la phrase de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et il était évident que non seulement il fallait qu'on mette en avant des solutions innovantes et des entreprises qui changent le monde, mais également nous-mêmes faire cet événement de manière éco-responsable. Et donc dès le début, on s'est mis en objectif de faire un événement zéro déchet, ou en tout cas avec le moins de déchets possible. Alors au début, ça a commencé déjà en faisant le constat que dans le monde de l'événementiel, il n'existait pas grand-chose. Donc il a fallu inventer pas mal de choses. Déjà, repenser les codes. Parce que les codes de l'événementiel, en tout cas à 2015, c'était moquettes partout, kakémono partout, goodies, badges en plastique et compagnie. Flyers et compagnie. Donc déjà, il a fallu revoir et remettre les standards auprès de tous nos partenaires et nous-mêmes. Donc supprimer les moquettes, supprimer les kakémonos, interdire les goodies, travailler avec une start-up innovante pour faire des badges, non pas en plastique, mais en matériaux biosourcés. Voilà, on a revu comme ça les codes, on a imposé cette charte à tous nos partenaires. Mais il y avait encore pas mal de choses à faire, et notamment au niveau de tout le réemploi.
Alors on a baissé énormément également la production sur mesure, on était beaucoup plus sur des matériaux et des produits en location. Mais restait en fait des pain points, comme on dit, notamment au niveau des scénographies, mais aussi au niveau des consignes, de l'eau. Chaque année, nous, c'était plus de 20 000 gobelets qu'on jetait pendant l'événement. Même si on avait mis en place une politique zéro bouteille en plastique, zéro soda et compagnie, il restait le sujet de l'eau, qu'on avait mis en place des fontaines. Et d'ailleurs, ça, c'est un sujet dans l'événementiel. En fait, il y a peu de prestataires qui permettent d'avoir, d'éviter les bouteilles en plastique d'eau. Mais voilà, on avait ce problème des 20 000 gobelets et on avait le problème aussi des éco-cups en fait. Parce qu'on y avait pensé depuis le début, mais en fait les éco-cups tels qu'on les connaissait avant, c'était dans notre image des produits brandés, et puis surtout c'était des produits, des gobelets qu'on avait sous forme de consigne. Il fallait mettre 1 euro et il était hors de question qu'on demande à chaque participant s'il veut de l'eau de nous donner 1 euro. Et puis finalement on a travaillé avec Reuse. Et on s'est dit, d'une part, nous, on a vu qu'ils faisaient des gobelets qui n'étaient pas brandés, des gobelets en fait reuse, qui sont réutilisés événement après événement. Donc on sautait déjà cette première barrière. Et puis, on s'est dit, en fait, on va faire sauter le système de consigne. On va beaucoup plus travailler la signalétique. On va travailler la confiance avec nos participants. Et on va mettre en fait tous les gobelets en libre service, gratuitement. Et on va mettre en place des bacs de récupération partout dans l'événement. C'est la première fois qu'on avait fait ça l'an dernier. On a aussi travaillé avec une société qui s'appelle Aremax, qui s'occupe en fait de faire toute la vérification des déchets des participants. C'est-à-dire la vérification déjà des poubelles de recyclage. Parce qu'il faut savoir que si à partir d'un certain pourcentage d'erreurs de déchets, dans les poubelles de recyclage, ça repart dans les poubelles de déchets normaux. Donc c'est important en fait, nous, d'avoir ce système de vérification. Et ils nous ont accompagnés aussi sur la vérification du coup des gestes de tri sur les gobelets reuse. Et là, cette année, on a atteint, je crois, des chiffres records, parce qu'on a eu 98% des gobelets qui sont revenus et du coup qui sont réemployés après événement. Ouais, on voulait vraiment donner le chiffre parce qu'on me pose la question régulièrement. On me dit oui, mais ok, c'est quoi les taux de retour, etc. Alors on va peut-être tout à l'heure avec Alexandre, on parlera d'un autre mot que des taux de retour, mais là tout de suite on voulait vous donner ce chiffre. Donc sur l'événement Reuse, 98% de taux de retour sur les cups, hein, mais il n'y avait pas que des cups. Exactement, il n'y avait pas que les cups, on a également un food court parce qu'il faut nourrir ces 35 000 personnes. Donc on a un gros food court à qui on a également établi une charte, non seulement une charte des aliments qu'ils distribuent, des aliments non néfastes pour l'environnement, des aliments à 75% végétariens, etc. Mais on leur a demandé aussi de s'engager à ne pas générer de déchets. Alors soit on a ceux qui font des burgers, qui n'ont pas de déchets, on le prend dans la main. Mais on en a plein aussi qui faisaient d'autres types de restauration qui nécessitent des contenants et qui jusqu'à présent avaient des contenants jetables. Même s'ils sont biosourcés, ça restait des déchets. Et donc là, on a travaillé avec Reuse pour mettre en place un système de consigne à grande échelle sur l'ensemble du food court. Et là, on a été également très très heureux du taux de retour puisqu'on était à 100% de retour de consigne. Donc c'est pour arriver à 98% de taux de retour sur les cups, dans ce cas précis, hein, et pour arriver à 100% de taux de retour, et les chiffres qu'on vous donne sont les chiffres réels, hein, sur des contenants. Alors les contenants, il y en avait 4000 de mis à disposition sur 3 jours, taux de retour 100%. Derrière, enfin en amont et derrière, notamment sur l'événement, donc sur un salon, hein, parce que finalement c'est un salon, hein, il y a une grosse logistique derrière. C'est-à-dire que
au niveau de la signalétique, comme tu l'as dit, au niveau des conteneurs pour la récupération, etc. Il y a un gros travail. Chez Reuse, on a l'habitude de le faire parce qu'on fait, pour le coup, j'en parle quand même juste en 2 secondes, on fait des festivals. Donc sur les festivals, c'est un peu différent parce qu'on est en extérieur, il y a 150 000 personnes sur 3 jours, mais on est habitué à le faire. Là, c'est vrai que ça a été super bien fait. 98% de taux de retour. D'ailleurs, 98% de taux de retour, c'est un message pour Citeo qui me demandait des chiffres. Bah voilà, comme ça, vous en avez. Et effectivement, oui, les cups, ça entre aussi dans le domaine du contenant réemployable. Voilà, bien, un dernier point aussi, parce que c'est une question forcément qu'on se pose sur les sujets comme ça de mise en place de nouvelles solutions, c'est le sujet économique. Et ben c'est important aussi de dire que finalement, nous, l'équation, elle est à peu près la même entre utiliser des gobelets réutilisables et acheter des gobelets jetables biosourcés. Donc voilà, également économiquement, en fait, c'est même pas un pas, c'est même pas un sacrifice ou un choix à faire. Oui, ça c'est encore un autre sujet. J'ai encore régulièrement le droit à ça. Mais on va en parler avec Alexandre. Le truc, c'est ouais, mais nous on n'y va pas, c'est trop cher. Bah en fait, non. Moi, vous pouvez venir me voir. Là, on a un stand sur le fond du salon. Je vais vous faire la démonstration que c'est pas plus cher et que c'est même économique. Je te remercie, Rose. Alexandre, je vais te passer la parole. En fait, on entend souvent, et c'est ce que je viens de dire, le réemploi, nous, on n'y va pas parce que c'est trop cher. En réponse à ça, toi, tu poses le sujet d'une façon différente et que j'adore. Je trouve qu'elle est hyper inspirante. Tu dis, et si on faisait rimer pouvoir d'achat et consommation responsable? Mais Alexandre, ça marche comment, ton truc? Alors ça marche en se creusant beaucoup la tête, parce que c'est vraiment le sujet. Il y a une étude qui vient de sortir, je pense que certains d'entre vous ont dû la lire, de l'Obsco, qui dit le premier frein à la consommation responsable, c'est le prix, et d'ailleurs qui est souvent une perception, parce que c'est plutôt relatif. Mais c'est vrai que sur la question du réemploi et de la consommation responsable, que ce soit de la part des usagers, des consommateurs finaux ou des cafés, hôtels, restaurants, c'est toujours la question du prix, quoi. Soit c'est l'investissement pour les CHR, soit c'est le ticket d'entrée qui est trop important. Et pourtant, la loi AGEC, alors nous, on s'occupe beaucoup de la consommation de boissons. Tu disais tout à l'heure, Arnaud, je suis cofondateur de la plateforme Gourde Friendly, qui est la plateforme d'information pour faciliter l'usage de la gourde. Et dans ce contexte-là, on a à peu près 3000 établissements sur toute la France qui acceptent de remplir la gourde des gens. Et en fait, on s'est rendu compte que déjà, il y avait quand même beaucoup d'établissements qui étaient quand même motivés par la cause, mais que tout tournait autour du modèle économique, de l'apport de business. Et pour autant, il y avait une très grande méconnaissance de la loi AGEC qui encadre, qui met en place un contexte qui normalement fait que la consommation responsable est moins chère, notamment le fait qu'on soit obligé de mettre une réduction quand on vient avec son propre contenant pour acheter une boisson. Et donc, cette contrainte réglementaire était quand même vue comme un frein par rapport au CHR. Et de l'autre côté, on a des consommateurs qui sont très demandeurs de changer de mode de consommation. Dans la même étude de l'Obsco qui vient de sortir, c'est ce qui est demandé. Ils sont prêts à le faire, mais ils voudraient plus d'informations, qu'on leur facilite la vie et qu'on leur baisse le prix. Et donc nous, notre premier sujet, c'est de dire il faut qu'on crée la plateforme qui crée la relation entre ce CHR qui est prêt à fournir du service à des gens qui viennent avec un contenant réutilisable, et de l'autre côté, un consommateur qui a envie de consommer mieux et à qui on automatiserait un peu la question de la réduction du prix. Aujourd'hui, on vient de lancer la plateforme à Rennes, et en moyenne, les établissements avec lesquels on travaille, ils font 10% de réduction à leur consommateur final. Et en même temps, ce sujet de la réduction quand on vient avec son propre contenant n'était pas suffisant sur la question du pouvoir d'achat, et notamment quand on a échangé avec les étudiants qui disaient, grosso modo, même si tu me fais une réduction au moment où j'achète ma boisson, il faut quand même que je lâche 20 € pour m'équiper en contenant réutilisable, et que c'était un frein. Et c'est là qu'on s'est
rencontré aussi avec Reuse. C'est-à-dire que je dis pas que Reuse est notre partenaire gobelet, je dis que Reuse est notre partenaire accessibilité à la consommation responsable, en disant on peut mettre en place un dispositif qui ferait que pour notamment un étudiant, il aurait accès à un contenant comme ça sans débourser 1 centime d'euro, mais au moment où il va acheter sa boisson, on lui mettra à disposition un contenant qui sera entre guillemets consigné, en fait, qui sera cautionné. Et en fait, il n'a pas à prendre en charge le prix du contenant. Et dans ce contexte-là, en fait, on a levé tous les freins économiques à une consommation responsable. Et si bien que dans le test dans lequel on est à Rennes, on est plutôt en train de discuter avec des étudiants sur à quel type de boisson ils voudraient avoir accès. Parce qu'en fait, ils sont tous demandeurs de dire « je veux ce type de boisson-là », mais en réduisant l'impact. Si on leur demande, si on leur dit « arrêtez le coca pour consommer plus responsable », c'est compliqué. Si on leur dit « si on vous donne accès au coca, mais avec des contenants réutilisables », ça, c'est entendable. Et les conversations qu'on pousse derrière, c'est aussi de dire « ouais, mais nous, on veut bien aussi aller consommer chez des artisans, des iced tea ». Je dis iced tea parce que c'est comme ça que c'est formulé, mais des iced tea fait maison. Hein. Globalement, c'est du thé glacé, hein, mais le mot, c'est iced tea thé maison. Donc voilà. Donc dès qu'on a levé les freins économiques, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire une ingénierie sur le business model. Ça veut dire nous, on va pas vendre des contenants, mais on va gagner de l'argent sur ce qui est vendu dans les contenants. Et c'est pour ça que c'est intéressant, sans vouloir faire du name dropping, mais en travaillant avec Reuse, ça nous permet d'avoir un produit d'appel pour les personnes qui ont les moins de moyens à investir dans cette consommation. Et pour ceux dont le frein économique n'en est pas un, ils vont pouvoir venir avec leur propre contenant, c'est-à-dire des mugs un peu plus élaborés qui valent 20-30 euros, et on leur donne accès à l'offre de boissons. Mais voilà, nous, le modèle économique pour régler ce problème-là, ça a été de se baser sur le service fourni en tant que vendeur de boissons et d'accompagner les commerçants dans la vente de boissons à emporter, ce qui nous permet en fait de faire non seulement rimer pouvoir d'achat avec consommation responsable, mais aussi de faire rimer chiffre d'affaires avec consommation responsable pour le CHR et de franchir le cap de l'environnement c'est chiant, c'est une contrainte, à l'environnement, la question environnementale, c'est une opportunité commerciale. Pareil, dernier chiffre qui vient de sortir, il y a dans les CHR 2% de fréquentation en moins. C'est-à-dire que les CHR sont plutôt en difficulté en ce moment, et notamment les indépendants. Et l'idée, c'est de profiter de l'opportunité d'une consommation responsable pour amener des nouveaux clients à ces CHR. En fait, juste une remarque par rapport à ce que tu dis, c'est que là, pour le coup, le discours, il change. Il y a encore 2 ans, c'était effectivement, il faut aller, alors le réemploi ou d'autres sujets comme la réduction, etc. Il fallait absolument aller vers le réemploi pour des raisons écologiques. Et en fait, on n'entendait que ça, hein, c'était le discours. J'ai eu la chance de rencontrer différentes personnes qui sont dans cette démarche de réemploi, qui sont dans cette démarche de vrac. Je pense à Didier, dont j'aperçois les cheveux juste derrière, et qui m'ont dit, mais tu sais, à partir du moment où, et tu m'as dit la même chose en fait, hein, à partir du moment où on ne gagne pas d'argent, il n'y a personne qui veut y aller, quoi. Hein. Et là, l'idée, c'est effectivement de proposer un modèle où il n'y a pas cet apport dès le début, où il n'y a pas cette contrainte également de consigne. Et pour aller un petit peu plus loin, c'est ce que tu appelles toi de l'ingénierie sociale, pour aller un petit peu plus loin, c'est de dire, voilà, même pour les gens qui ont un petit peu moins d'argent, voire même beaucoup moins d'argent, parce que là on est en train de parler des étudiants, c'est je leur mets à disposition les moyens de consommer responsable. Oui, et puis derrière, c'est un bout de conversation qu'on a eu en préambule tout à l'heure, mais il y a un enjeu aussi d'une expérience qui ne doit pas être dégradée, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question économique et la question écologique, elle est liée par l'expérience dégradée. C'est-à-dire qu'on a des solutions qui permettent de récupérer des produits avant d'être périmés, mais dont l'expérience, j'allais dire esthétique, mais gustative est quand même dégradée, ou les produits sont quand même grosso modo dégradés. C'est comment on arrive à dire... On crée de la valeur écologique, on crée de la valeur expérientielle et on crée de la valeur économique en même temps. Et je pense que l'enjeu, l'algorithme qu'on doit symboliquement mettre en œuvre, c'est celui-ci. C'est
Ça doit être moins cher, ça doit être moins impactant, mais à minima, ça doit être aussi bien en termes d'expérience. Idéalement, ça doit être mieux en termes d'expérience. Et c'est le gros enjeu. Et cet enjeu-là, il n'est pas technique, il n'est pas technologique. C'est le terme qu'on utilise, nous, d'ingénierie sociale. Mais c'est le business model, la manière d'appréhender le service. Et nous, ce qu'on trouve hyper intéressant en ce moment, c'est qu'on travaille beaucoup avec des commerçants, on travaille avec des CHR, des cafés, hôtels, restaurants indépendants. Et on voit à quel point, en créant des écosystèmes, en faisant intervenir des parties prenantes qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, il y a une innovation sociale qui se crée sur les territoires. Et nous, la technologie vient structurer et mettre en capacité de dupliquer ce qu'on peut faire. Mais tout l'enjeu aujourd'hui, c'est créer ces articulations-là, parce qu'on voit qu'au fond, dès qu'on a levé les freins dont on parlait tout à l'heure, qui sont souvent des freins symboliques, hein, mais en fait, on commence à créer, à innover et à embarquer une transition collective, quoi. Alors, je ne sais pas si on en parle ou pas, mais est-ce qu'il y a une mesure justement de l'impact environnemental, je ne sais pas, de l'étudiant X par exemple? Alors déjà, il y a un sujet nous, qui est important sur la question du réemploi, c'est que nous, on n'est pas focalisé sur le fait que le contenant revienne à l'endroit d'où il est parti, quoi. Nous, ça, c'est un sujet qui est hyper important d'aborder. Ouais. Ouais, et en fait, qui est en lien avec l'impact, quoi. Ça veut dire que nous, dès le départ, ce qu'on veut, c'est accompagner les gens qui étaient déjà équipés, c'était notre point de départ, en disant, t'as une gourde comme ça, ça, je crois qu'il faut 3 mois pour l'amortir écologiquement. Alors celle-ci, il faut un peu plus longtemps. Je crois que celle-ci, il faut quelque chose comme 5 ans. Voilà. Mais en fait, ces évaluations, ces ACV, elles sont faites sur la base d'un standard de consommation. Et en fait, plus on utilise un contenant, plus vite il est écologiquement amorti, quoi. Et quand on dit écologiquement amorti, ça veut dire à partir de quel moment il va avoir un impact positif, quoi. C'est un peu contre-intuitif. Souvent, on a l'impression que quand on achète une gourde, c'est bon, on a fait le geste qu'il fallait. En fait, la gourde, si vous l'achetez ou si on vous l'offre, il faut l'utiliser, quoi, le maximum possible. Et nous, en fait, notre idée, elle est partie de là, c'est comment on multiplie les prétextes à l'usage. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait ouvrir l'offre. Et pour motiver les gens, évidemment, on se dit, si on explique aux gens qu'à chaque fois qu'ils utilisent leur contenant, que ce soit une gourde ou une cup ou un mug, c'est un équivalent carbone de déchets évités. Et cette idée de monitorer un peu l'activité des utilisateurs, en fait, nous a permis aussi d'avoir une stratégie de déploiement. Et en fait, on s'appuie sur les entreprises dans leur cadre de la stratégie RSE pour créer des communautés d'utilisateurs au sein de leur entreprise en disant vos collaborateurs qui vont aller utiliser avec notre système leur propre contenant, il va y avoir un bilan de l'activité en termes carbone. Et ce bilan-là, on va pouvoir vous le remonter et vous allez pouvoir le mettre dans votre bilan extra-financier dans le cadre de la stratégie. Et ça rentre dans un contexte où l'entreprise, je parlais des parties prenantes sur un territoire tout à l'heure, c'est-à-dire que d'un coup, ces entreprises qui n'auraient rien à voir avec, on va dire, cette conversation-là, finalement, ont un intérêt à stimuler, animer et incentiver, motiver leurs collaborateurs dans les usages. Et on voit en fait finalement que ce que je parlais d'écosystème, là, ça prend tout son sens parce que d'un coup, l'entreprise devient le prescripteur des bons comportements. Pour nous, ça nous facilite la vie parce que c'est un canal de distribution de nos outils et de l'information. Mais on voit aussi l'intérêt de l'ensemble des réglementations, notamment sur la CSRD, qui en fait incite finalement les entreprises à s'organiser. Et je vois là, j'ai été contacté hier même par l'industrie de la métallurgie qui veut travailler au sein de leurs adhérents sur la consommation responsable auprès de leurs collaborateurs dans cette logique de culture de la décarbonation, monitoring, voilà. On voit bien qu'il y a une motivation. Donc c'est pour ça que je dis le contexte réglementaire, moi je trouve qu'il est déjà là. Le contexte technologique et technique, on sait tous que tout est disponible. Maintenant, c'est plutôt un enjeu d'articulation des acteurs les uns avec les autres, quoi. Je te remercie pour cette expérience, cette expérimentation que je trouve très intéressante. Alors juste pour la petite histoire, au début, quand tu nous l'as expliqué, on n'a rien compris.
Parce qu'en fait, on était toujours dans cette idée de dire le réemploi, il faut de la consigne, enfin bon voilà, etc. Et quand tu nous as expliqué le système, c'est vrai qu'on n'a pas compris. Et après, effectivement, on voit que ça fonctionne. Franck, voilà, on te passe le micro. Je disais tout à l'heure, Reuse travaille sur différents marchés. Et il y a un marché très très fort chez, alors pas Reuse, mais Impact Group, et chez NutriPack, qui est une filiale d'Impact Group, qui est la restauration collective. La restauration collective, comme d'autres, c'est de la restauration hors domicile, et elle évolue également, et notamment à travers la réglementation, qui les pousse à utiliser autre chose que du plastique à usage unique. Dans ce contexte-là également, Reuse fait du lavage. C'est aussi une prestation de Reuse. Et je te passe la parole, Franck. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on travaille en partenariat avec Eternity, mais on va vous en dire un peu plus, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Eternity et ce qui t'anime déjà toi là-dedans, parce qu'on a échangé pas mal, ce qui t'anime là-dedans, et puis je crois qu'à la fin tu as une annonce à nous faire. Oui, alors déjà pour commencer sur Eternity System, donc Eternity System c'est un groupe français dont le siège est basé à Perpignan. On fête nos 30 ans aujourd'hui, cette année, et en fait on agit dans le réemploi depuis le début des années 90 au niveau industriel. Alors, notre cœur de métier, c'est cette caisse-là. Pour ceux qui l'ont déjà notée en magasin, notamment dans toutes les grandes surfaces, en France et à l'étranger. Aujourd'hui, personne ne se pose la question de savoir ce qui se passe avec cette caisse. Une fois que vous avez retiré vos fruits et légumes, et bien en fait, cette caisse, elle est lavée, elle est désinfectée, et notamment par nous, en France, au Portugal, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis et au Canada. Aujourd'hui, Eternity System, c'est une équipe de 1500 personnes à travers le monde. C'est 750 millions d'emballages comme celui-là qui sont lavés chaque année. Et c'est un CA de à peu près 120 millions d'euros. Donc on a un business qui est rentable. Le réemploi, c'est possible à grande échelle et c'est possible depuis longtemps. Et ça, on en a pris conscience en fait assez récemment. Parce qu'on a fait rentrer un élément un peu disruptif pour ceux qui connaissent Éléonore Blondeau, qui nous a rejoint en 2021. Et pour ceux qui la connaissent, elle est rentrée, elle y est allée à la hache au niveau de notre groupe, parce que nous on était des industriels, donc notre stratégie c'était vraiment vivons cachés, vivons heureux. On faisait notre truc dans notre coin, on lavait nos caisses en plastique, on s'était jamais vraiment posé la question de savoir quel était l'impact écologique ni environnemental de ce que l'on faisait au quotidien. Et puis Éléonore, elle est arrivée avec des étoiles dans les yeux en disant non mais en fait, on cherche des gens comme vous pour prouver que le réemploi est possible à grande échelle et qu'en fait, c'est déjà là. C'est déjà quelque chose que l'on fait au quotidien. Et donc on a commencé à communiquer, on a créé le nom Eternity System. Et donc ce groupe, il a grandi avec des mentalités aussi en interne qui ont changé. Comme je vous le disais, il y a 2 ans encore, je le mentionnais à Arnaud, je pense que je prenais à peu près l'avion 5 fois par mois pour me déplacer à l'étranger et puis pour me rendre sur les sites. Aujourd'hui, on a réduit par 10 nos déplacements. Le train est largement privilégié. Et en fait, tout ça, c'est juste des changements de mentalité, de prendre conscience, ok, on agit sur le réemploi, il faut qu'on aligne aussi nos pratiques en interne, et ça, les groupes industriels sont capables de le faire. Et ensuite, on a rencontré le groupe Impact. Voilà, j'en parlerai un peu plus après, mais ce qui m'anime aujourd'hui, c'est le fait que, pour moi, le réemploi, ça doit être indolore pour le consommateur. Aujourd'hui, cette caisse-là, vous vous êtes jamais posé la question, et quand je dis indolore, c'est indolore au sens propre comme au sens figuré. Au sens figuré, dans le sens, cette caisse-là, vous vous êtes jamais posé la question de savoir si elle était lavée ou de ce qui se passait derrière. Vous avez peut-être jamais noté qu'il y avait une caisse en plastique pliable qui était en magasin. Ben si, en fait, il y a toute une industrie, il y a déjà toute une boucle d'économie circulaire qui s'est mise en place derrière. Et indolore au sens propre,
parce que la sécurité alimentaire, c'est quelque chose qui nous anime au quotidien. Donc cette caisse en plastique, c'est notre cœur de métier. En 2021, on prend conscience de notre expertise de lavage, que le réemploi, c'est en train de devenir quelque chose de... Alors c'est un élément disruptif, comme j'avais dit, de cette décennie, mais c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, et notamment sur plein d'autres secteurs, comme aujourd'hui la restauration hors foyer. Ici, j'ai amené un bac gastronome. Comme vous le savez, la restauration collective doit se réinventer avec la fin du plastique, notamment dans tout ce qui est établissement scolaire. Et donc, une de nos motivations, c'est de faire en sorte que nos enfants, qui vont à l'école tous les jours, quand ils mangent leur repas et que les repas ils sont servis à partir de cette bac gastronome, en fait, tout ça, ça soit fait. On s'assure que nos enfants ne vont pas être malades. Donc, voilà, ça c'est une de mes motivations principales. Et puis derrière, c'est de mettre notre expertise industrielle au service du réemploi sur d'autres types de contenants. Donc tout ce qui va être contenant consommateur, notamment les gobelets, tout ce qui va être pots, bocaux. Et aujourd'hui, vous avez plein d'acteurs qui proposent des solutions. Donc on accompagne tous ces apporteurs de solutions sur la partie lavage. Peut-être maintenant pour revenir sur la collaboration avec le groupe Impact. D'abord, juste une petite chose avant. Je disais tout à l'heure concernant Reuse, donc avant justement que tu fasses cette annonce, je disais tout à l'heure Reuse a 17 sites de lavage en Europe. En France, aujourd'hui, il y en a 6. Et pourtant, on n'est pas reconnu comme étant des laveurs. Alors, on ne lave pas de bouteilles en verre. On n'est pas équipé pour ça, c'est pas forcément l'objectif. Mais on lave d'autres choses. Alors, bien évidemment, on va laver les cups, mais on ne lave pas que les cups. On lave également des contenants, alors ceux qu'on met en location, mais pas que. On lave également des bocaux en verre. On n'a pas de problème avec les contenants d'autres contenants, d'autres matériaux. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et on lave également des bacs en inox. Voilà. Donc il y a vraiment aucun frein. Voilà. Maintenant, je te repasse la parole pour cette annonce. Ok. Et Cern. Donc j'allais dire, ouais. D'abord, la rencontre entre le groupe Impact et le groupe Eternity System, c'est d'abord des hommes qui se rencontrent, et des hommes au sens large, avec un grand H, qui se rencontrent, et puis on se dit, ok, finalement, on a des synergies à trouver, on a des objectifs communs qui sont d'améliorer et de promouvoir le réemploi à grande échelle. Et donc, sur la partie restauration collective, on a des expertises qui sont communes, notamment sur le lavage, mais aussi sur la partie restauration collective avec la présence du groupe NutriPack. Donc là, on s'est dit, ok, comment on fait pour aller ensemble, déployer plus vite, mettre des moyens en commun. Donc l'idée, c'est de créer une entité qui va être commune aux deux groupes. Et donc les équipes vont pouvoir travailler de main dans la main. C'est déjà ce qui est fait à l'heure actuelle, puisque on vous l'annonce, mais on est en train de faire venir une grosse machine sur notre établissement de Lys en partenariat avec Reuse, qui va servir pour le lavage de tout ce qui va être vaisselle, notamment sur les JO, puisque Reuse est partenaire officiel des Jeux Olympiques. Donc ça sera un des éléments, mais ça nous permet aussi de promouvoir le lavage et d'aller laver d'autres types de contenants. Ici, j'en ai ramené quelques-uns. Donc voilà, c'est ça. Et puis après, c'est de déployer un réseau de centres de lavage au niveau national. Très rapidement, on a fait des annonces qui étaient déjà parues dans les médias où on avait annoncé 5 centres de lavage dans les 24 mois qui arrivent. Donc là, on est vraiment sur maintenant la mise en route et le déploiement de ces centres de lavage avec ce partenariat qui on espère, va pouvoir nous permettre d'accélérer le réemploi au niveau national. Merci beaucoup. Oui, des investissements qui sont très lourds, des investissements qui sont très importants. Et je vous assure, alors
Moi, j'ai rejoint Reuse il y a un peu plus d'1 an maintenant. J'ai envie de dire, je les ai choisis. Bon, après, ils m'ont aussi accepté, ce qui était quand même plutôt sympa, sans avoir peur d'ailleurs. Et j'ai été, en fait, quand je dis je les ai choisis, j'avais vraiment besoin à un moment dans mon parcours de développeur packaging de faire autre chose que du développement packaging concernant l'usage unique. Alors très honnêtement, moi j'ai rien contre l'usage unique parce que je sais que ça va encore durer. Donc pour le coup, je m'intéresse énormément au tri, à la collecte et forcément au recyclage, parce que tant que vous avez l'usage unique et quel que soit le matériau, ben, il va bien falloir le recycler. Mais pour moi, ça faisait sens d'intégrer cette entreprise, parce qu'effectivement, il y a une véritable volonté, et on le voit bien à travers les investissements, il y a une véritable volonté d'aller vers le réemploi, et j'ai envie de dire, quels que soient les matériaux. Voilà, si vous avez des questions maintenant, il n'y a aucun souci pour qu'on y réponde. Non, on n'a plus de temps. Bon ben voilà, écoutez, on a Reuse a un stand dans le fond là-bas, Eternity ici. Si vous voulez passer sur les stands, si vous avez des questions, on n'a absolument rien à cacher, on est ouvert et voilà. Je vous souhaite une bonne fin de salon et je vous remercie pour votre présence.